Chers auditeurs, chers amis de la Lorraine, ici Perceval Le Lorrain, bienvenue sur les ondes numériques de Radio Lorraine Enragée. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Stella Kanga. Je n'ai pas écorché ton nom, j'espère. Non, ça va. Ça va pas trop. À l'occasion de la sortie de son livre La France n'est plus la France, avec le sous-titre Dialogue non coupable. Bien le bonjour Stella et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors on est, je ne sais pas si vous entendez derrière nous, chers auditeurs, mais on a fermé les portes, on est à la librairie des Deux Cités et il y a un petit comité d'accueil d'une vingtaine d'antifas, donc ils sont en train de chanter dehors. Avec des perruques roses et des perruques jaunes. Voilà. Bon, eh ben on va les laisser nous accompagner en fond sonore pendant cet entretien. Alors une fois n'est pas coutume, je vais mener seul la barque aujourd'hui, sans le patron François-Xavier Consoli, qui pour des raisons évidentes de déontologie a souhaité ne pas participer à l'émission, et pour cause, puisque c'est lui qui a conduit les entretiens à l'origine de votre livre, dont il est le co-auteur. Tout à fait. Alors, chère Stella, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, mais comme un professeur qui aurait son propre enfant dans sa classe et qui serait bien plus sévère avec lui qu'avec les autres pour éviter qu'on ne l'accuse de favoritisme, oui, je vais devoir poser au cours de cet entretien quelques questions qui fâchent. Hein. On est là pour ça. En effet, les propos que vous tenez dans le livre n'ont pas manqué de faire réagir, et on le voit ici devant la librairie d'ailleurs, n'ont pas manqué donc de faire réagir, voire d'entraîner quelques polémiques, dira-t-on, oui, aussi bien dans les milieux indigénistes des coloniaux que dans les milieux identitaires. Oui. Bref, vous avez su vous attirer quelque inimitié d'un bout à l'autre du spectre politique. Mais commençons doucement par le commencement. Commençons. Pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement et nous dire pourquoi vous êtes lancé dans l'écriture d'un livre? Alors, assez rapidement, je m'appelle Stella Kanga, j'ai 27 ans, j'ai fini mes études et actuellement je suis présente aux Grandes Gueules en tant que chroniqueuse. Et j'interviens pour parler de la politique, de l'actualité, de façon générale. Après, ça m'a fait bien sûr à peu près 1 an et demi dans les médias. J'ai commencé par Sud Radio, une radio concurrente à la vôtre, on va dire. Mais idéologiquement, ça va, on est à peu près dans les mêmes idées. Mais voilà, je suis à ma 2e année dans les médias. Voilà. Pourquoi j'ai écrit le livre? Parce que il fallait effectivement que je réponde à la question du pourquoi. Pourquoi je suis dans les médias? Pourquoi ma parole est écoutée? Pourquoi en fait? C'est-à-dire que beaucoup de gens se posent la question de ma légitimité, tant au niveau des personnes qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire au niveau des indigénistes, socialistes, tout ce que tu veux, tant au niveau également des républicains. Donc j'étais pas située entre les deux, mais il fallait que je prenne la parole et que j'explique pourquoi je devrais prendre la parole et pourquoi ma parole est légitime à entendre. Et donc, voilà, on abordera ce sujet du coup un peu plus tard, mais donc exactement, tu es camerounaise, c'est ça? Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre avec François-Xavier Consoli. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi la forme d'un livre-entretien? Parce que c'est l'entretien qui me correspond le mieux. Je ne suis pas spécialement une fut-fut en littéraire, même si j'adore les grands classiques de la littérature française. Et François, il est très bon dans ce qu'il fait. Donc, vu ma personnalité et le fait que je sois dans les médias, il a compris que la forme entretien, c'est ce qui me correspondait le mieux. D'accord. Et en résumé, de quoi parle votre livre? Ça part de moi, ça part de mon parcours. Ça parle de tout ce que j'ai pu traverser jusqu'ici et qui explique en gros pourquoi je dis ce que je dis. Beaucoup de gens me disent oui, Stella, tu défends la France. Je dis non, il faut faire attention. J'explique à ceux qui sont comme moi, donc des étrangers en France, comment il vaudrait mieux se comporter pour être aimé, pour mieux s'insérer dans la société française au lieu de donner du crédit au discours de la victimisation. Et il se trouve juste que mon discours coïncide avec une certaine défense de la France, mais je pense que la France, c'est un grand pays qui se défend très bien tout seul, qui n'a pas besoin de moi. En réalité, mon discours, il s'adresse à une particularité de personnes et ils se reconnaissent. La preuve, c'est qu'ils sont là aujourd'hui pour m'empêcher de faire cette dédicace. Et voilà, c'est pour ça en fait que j'ai écrit ce livre. D'accord. Mais du coup, on t'entend beaucoup dans les grandes gueules, sur Sud Radio, etc. Donc tu es même invité sur Front Populaire, donc tu as beaucoup la parole dans les médias. Mais qu'est-ce que justement l'auditeur qui va t'écouter dans les différents médias dans lesquels tu es régulièrement invité, qu'est-ce qu'il va trouver de plus dans ton livre que ce que tu me dis déjà? Il va trouver mon parcours. Parce que on va dire mon parcours, mes tourments, tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais au Cameroun, c'est-à-dire 22 ans en Afrique et avec l'éducation que j'ai reçue, explique clairement pourquoi je dis ce que je dis aujourd'hui. Et on ne le dit jamais vraiment assez, mais je pense que
notre passé fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce qui me concerne. Donc, j'explique pourquoi, voilà, comment j'ai été élevée, dans quel système j'ai été élevée, l'éducation que ma mère m'a transmise, les valeurs que ma mère m'a transmises, qui sont clairement liées d'une certaine manière à l'éducation française, hein, parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu un peu dans les années 80 et même avant, n'arrêtent pas de me dire que oui, voilà, nous à l'école, quand on était plus jeunes, on avait la terminale littéraire, nos parents nous enseignaient les fables de La Fontaine, on était punis avec les coups de règle sur les phalanges, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ce qui n'est plus forcément le cas. Donc il y a une transmission de valeurs de la part de ma mère que j'ai reçue. Et aujourd'hui, on en discute avec beaucoup de personnes et ils appellent ça le conservatisme. Mais moi, j'appelle ça la France d'une certaine manière. C'est pour ça que je dis que la France n'est plus la France. Pas parce que j'ai la prétention de dire à la France ou aux Français ce que la France a été, mais c'est surtout que nous autres qui n'avons pas vécu en France et qui avons quand même partagé une certaine histoire de loin avec la France, on a idéalisé, si vous voulez, la France. On a une certaine vision, une certaine rêve. Peut-être que certains me diront que que je suis un peu dans l'utopie, mais oui, quand on décrit la France, quand on dépeint la France comme un pays magnifique dans les livres et que sur la scène internationale, c'est une grande puissance étrangère, on est un peu déçu quand on arrive et qu'on se rend compte que, voilà, en France, même les Français chez eux ne sont pas respectés. Donc c'est un peu ça. Et donc tu dirais que ton éducation t'a donné, avant de venir en France, déjà un certain amour de la France qui fait que tu es déçu en fait. Oui. Le fait que je sois en France, en réalité, c'est une concrétisation de parcours. C'est-à-dire que je ne me sens pas spécialement dépaysée au niveau des valeurs, en tout cas. Certes, au niveau de l'ambiance, du climat, c'est autre chose. C'est clair, j'ai pas manqué de le rappeler, mais au niveau des valeurs, c'est à peu près ce que j'ai reçu. De la langue jusqu'à comment se tenir en société et comment faire partie de la communauté française. D'accord. Et donc du coup depuis la sortie de ton livre, donc qui est sorti il y a au moins un mois et demi je crois, oui. Quels ont été un peu le panel des réactions, comment il a été reçu? Alors beaucoup de Français n'ont pas manqué de me dire qu'ils sont ravis de m'avoir lu parce que très souvent ils ne réalisent pas à quel point ils ont la chance d'être en France ou alors ils perdent de vue. C'est-à-dire qu'à force de vivre en France, ils font ce qu'on appelle la perception sans aperception. C'est-à-dire qu'à force d'être là et que c'est une routine, ils se disent que tout leur est dû, tout est en droit, tout ça va de soi. Mais quand ils entendent une autre personne parler de ce qu'ils ont, dont ils semblent oublier la préciosité, et ils sont ravis. Donc j'en ai plein qui m'ont envoyé des témoignages comme ça et qui me disent que c'est un réel plaisir de vous écouter et un réel plaisir de vous lire. Tout comme à contrario, j'ai aussi des personnes issues de la diversité ou de l'immigration, bref, peu importe comment vous l'appellerez, qui me détestent ou alors qui disent que je suis une traître à ma race, traître à ceci et toutes sortes de noms d'oiseaux, mais personnellement ça ne m'émeut pas plus que ça. Même quand c'est le fameux Booba qui vous attaque? Oh, Booba, si vous voulez... Booba, c'est le mec qui est vraiment très très incohérent, c'est-à-dire il va faire des tweets sur moi pour me dire que je déteste la France, que je suis une traître à ma race, mais c'est aussi le mec, n'oublions pas de le rappeler, qui déteste l'Afrique, je suppose. Je dirais pas qu'il déteste l'Afrique, mais il prétend défendre l'Afrique, mais quand il a fallu s'exiler, il n'est pas rentré au Sénégal. Booba, il est quand même parti à Miami, il me semble, aux États-Unis, qui est un autre pays par lequel il y a eu la traite des Noirs. Donc niveau cohérence, bravo. Je veux dire, moi le jour personnellement où je voudrais rater ma vie ou alors je voudrais être rappeur, je sais à qui m'adresser, clairement je lui poserai des questions à Booba. Mais quand on parle de l'Afrique, moi j'y ai passé 22 ans et lui même pas 24 heures. Donc quand moi je parle de l'Afrique, c'est lui qui devrait fermer sa gueule. Alors vous êtes fait connaître en tenant une position, on va dire, un peu iconoclaste contre le mouvement Black Lives Matter au moment de l'affaire George Floyd dont tout le monde se souvient. Tout à fait. Et vous critiquez beaucoup une personne comme Assa Traoré, qui surfe en Louboutin évidemment sur la vague afro-victimaire, nous dirons. Ça. Et au final, on peut vous poser la question, et c'est là que je vais peut-être poser un peu les questions qui fâchent.
Vous l'avez dit vous-même, vous avez envie de réussir en France, Oui. vous avez le désir de vous faire connaître. Et est-ce qu'in fine, vous n'incarnez pas un rôle un peu d'anti-Assa Traoré parce que c'est une posture médiatique vacante et que cela vous permet en fait de tenir un discours que les gens des milieux souverainistes et identitaires comme moi, finalement, ont bien envie d'entendre? Alors non, parce que déjà le désir de me faire connaître, je ne dirais pas ça. Le désir que ma parole soit connue, oui. Pourquoi? Parce que quand moi je suis arrivée en France, les premiers jours qu'on me demandait de quelle nationalité j'étais, quand j'ai dit camerounaise, j'ai eu des retours en mode oui, les Camerounaises c'est des putes ou alors c'est des escrocs. Donc de prime abord, la réputation des Camerounais ou surtout des personnes issues de la diversité ou de l'étranger en France, c'est pas une très très belle réputation. Et oui, quand on a des personnes comme Assa Traoré, Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, toute cette panoplie-là qui n'arrête pas d'encourager les gens qui les écoutent en disant que voilà, tous ceux qui sont issus de la diversité forcément détestent les Français, mais il ne faut pas être étonné. Moi, je suis un peu déçue parce qu'aujourd'hui, quand on parle de diversité, les Français, pour le coup, qui ne nous connaissent pas, ils vont se dire que tous les Noirs sont des Assa Traoré. Et c'est pour ça que quelque part, je veux que ma parole, pas moi, mais ma parole, parce que clairement, aujourd'hui, je ne suis plus la seule. J'aimerais que beaucoup se disent que il n'y a pas que des Assa Traoré dans la diversité. Il y a aussi des Stella, des personnes qui sont arrivées en France, qui veulent, qui ont tout le mérite de la terre, qui ont fait des études, qui veulent y arriver à force du mérite et pas à force de discrimination positive ou encore à force d'aide de la CAF. Non, je veux que quand on parle de personnes issues de la diversité, qu'on parle plus de moi que des Assa Traoré. Parce qu'Assa Traoré, on va pas se mentir, c'est une famille de criminels. J'ai pas manqué de le rappeler à ceux qui sont là d'ailleurs et qui disent oui, soutien à Adama Traoré. Mais moi, je suis plus soutien à Steven qui a été la victime d'Adama Traoré. Adama Traoré a violé le jeune Steven qui est aussi un noir. Moi, je trouve qu'on prend trop la cause d'Adama Traoré au sérieux et on oublie quand même que le jeune Steven a été une victime de viol. Donc, avec une fourchette. Donc non, moi je suis pour défendre Steven qui est noir et qui a été victime d'un Adama Traoré. Je suis pour défendre la personne qui a perdu son scooter parce qu'un Fofana Traoré lui a volé. Je suis pour la grand-mère qui s'est fait tabasser par Bagui Traoré. Moi je suis pour les victimes de la famille Traoré qui sont tout aussi des noirs. Voilà. Donc en fait, vous incarnez vraiment le pas d'amalgame, mais dans le bon sens du terme. Exactement. Alors, moi, je ne suis pas pour le Black Lives Matter. Black Lives Matter, pour moi, c'est une escroquerie, c'est une chimère. Parce que les gens qui viennent nous parler de Black Lives Matter, pour eux, Black Lives Matter, c'est en France ou aux États-Unis. Clairement, les pays où les droits de l'homme sont encore respectés. Clairement, les pays où si tu es victime d'une injustice, la société essaiera par tous les moyens possibles de te donner justice. Moi, je veux que ces gens-là viennent nous parler de Black Lives Matter en Afrique. La dernière marche que Claudicia, par exemple, organisée en 2017, c'était pour les Noirs qui sont tenus en cage, en esclavage en Libye. Oui. Le mec, il y a des Noirs qui sont retenus contre leur gré en Libye dans des cages et le mec va organiser une manifestation à Place de la République. Mais où est le rapport? Je pense que les frontières sont encore ouvertes. Je pense que les visas pour la Libye étaient disponibles. Pourquoi ils ne sont pas allés manifester là-bas? Et depuis qu'ils ont manifesté, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'ils ont foutu après? Ils n'ont rien foutu. Et c'est ça mon problème avec ces gens-là, c'est que ils sont toujours en train de dire ouais, le blanc est raciste et raciste. Mais quand il faut vraiment défendre la cause des Noirs en Afrique, là, il n'y a plus personne. Tout le monde s'en lave les mains. En gros, le noir n'est victime que quand c'est le blanc qui est oppresseur. Mais quand le noir est victime de son propre noir, bon là, on n'en parle pas. On va revenir un peu du coup à la question de la légitimité un peu dont, Oui. dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous dites donc la France n'est plus la France, ce qui est une grosse affirmation, alors que cela fait à peine 4 ans que vous habitez notre pays, et c'est un reproche que l'on peut vous faire. En quoi vous êtes légitime pour parler comme cela, et pourquoi on devrait vous écouter en fait? Mais il n'y a pas besoin de faire le constat. Le constat n'a pas besoin de faire, je sais pas moi, un siècle sur place. J'ai pas besoin de faire 100 ans en France pour faire un constat. Moi, c'est un peu comme si j'arrivais à Nancy, je vois des antifas devant ta librairie, je te dis tiens, il y a des antifas devant la librairie, j'ai pas besoin de vivre à Nancy pour faire le constat, c'est à peu près ça. J'explique très clairement pourquoi quand je suis arrivée en France, quand on organisait la journée d'intégration à l'école et que je suis arrivée à Barbès et que j'ai pas vu un seul noir et que j'ai vu que des Africains, j'explique pourquoi j'ai été choquée. Un seul blanc du coup. Oui, Ouais. j'explique pourquoi j'ai été choquée de me retrouver dans des quartiers de France à me demander si véritablement j'étais en France ou pas. Donc c'est pour ça que je dis que la France n'est plus la France. Parce que même dans les mœurs, la culture est torpillée.
quand aujourd'hui le débat, c'est de se dire qu'il faut que les femmes soient voilées, alors que clairement, moi, d'où je viens au Cameroun, la question ne se pose même pas. Les femmes qui sont voilées, quand on arrivait à l'école, mes camarades qui étaient voilées, on levait leur voile, on n'avait même pas besoin de leur dire. Et quand on sortait de l'école, elles remettaient leur voile. Donc, elles savaient où il fallait le mettre et où il fallait pas le mettre. Alors qu'en France, maintenant, on est en train de vouloir imposer le voile dans la sphère publique. On est en train de vouloir dire que maintenant, il faut manger halal. Au Cameroun, on ne mange pas halal. Il y a des bouchers au Cameroun qui vendent de la viande du porc. Mais pourtant, c'est des musulmans, mais ils la consomment pas, mais ils la vendent. C'est en France que je suis venue découvrir le concept halal, alors que moi, d'où je viens, c'est deux communautés qui vivent côte à côte, mais nous, on ne savait pas ce que c'était qu'halal ou qui n'était pas halal. Ça, c'est des faux débats, ça, si vous voulez. Non. Aujourd'hui, la question, c'est si une fille se met en mini-jupe, comment elle sera regardée? Elle sera regardée en mode impur. Mais ça, c'est une culture française que nous, on ne connaît pas. C'est une culture que... Voilà, nous, quand on parle de la France, chez nous, on parle de l'élégance, on parle de la beauté. Le mot épicure, ça vient d'ici. Mais comment ça se fait que, justement, arrivé en France, tous ces faux débats là sur les fractures de noir contre blanc, gay contre hétérosexuel, homme contre femme, c'est pour ça que je dis que la France n'est plus la France. Pas parce que pas parce que je veux dire à un blanc ou à un français comment vivre en France, mais parce que je ne connais pas cette France-là, elle m'est complètement étrangère. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, pour résumer, la légitimité de ton regard, c'est finalement de celui de l'étrangère qui a connu un certain bienfait et qui l'a vraiment vécu pour le coup et dont la culture française est toujours en vigueur dans son pays. D'accord. Du coup, on va enchaîner. En quoi, pour toi, du coup, ce livre est utile dans le contexte actuel? C'est un peu le lien avec la question précédente, finalement. Alors, dans le contexte actuel, je pense que l'un des grands enjeux des élections, sans vouloir dire que voter pour X ou Y candidat, mais l'un des grands enjeux des élections, c'est la question de l'identité. Et beaucoup de candidats, on a vu chez les Républicains ont abandonné la question de l'identité depuis X années aujourd'hui, et maintenant que la question revient sur le tableau lors de leur congrès, il y en a plein qui ont commencé à dire oui, on va fermer l'immigration, oui, on va arrêter les visas, oui, on va faire... Mais en réalité, tout ça, c'est des belles paroles, c'est rien de plus. Mon livre, il serait utile en ceci qu'il parlerait il servirait de passerelle, c'est le mot. Autant pour les étrangers en leur disant, écoutez, si vraiment vous étiez arrivé en France et que vous étiez bien comporté, il n'y aurait même pas de débat. Il se trouve qu'il y a un débat parce que quand on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur, quand on parle de criminalité, vous représentez 20% de la population, mais 70% des crimes, c'est vous qui les commettez. Donc il y a un problème. Et que vous n'êtes même pas nombreux, mais vous commettez tellement de forfaits que finalement, toute personne qui est issue de l'immigration, on l'assimile à une personne dangereuse, à une personne vindicative, à une personne méchante. Et donc, oui, j'aimerais beaucoup, en tout cas, que mon livre serve de pont en disant aux Français que voilà, dans l'immigration, il y a des gens comme moi, même si on n'est pas nombreux, il y a des gens comme moi. Et aux étrangers, écoutez, tout le monde, tous les blancs ne sont pas racistes et que clairement, si vous cherchez du racisme, vous allez le trouver. Parce que vous avez déjà mis dans votre tête que les autres sont racistes, les autres c'est le problème. Donc si vous le cherchez, vous allez le trouver. Mais si vous ne le cherchez pas et que tout ce qui vous intéresse clairement, c'est de faire corps avec la société, la communauté française et pas les petites communautés de terroristes là. Et quand je parle de terroristes, je parle de terroristes de la pensée. Ne me prêtez pas des intentions. Si vous cherchez à faire corps à la société, à la nation française, en faisant fi de votre religion, de votre couleur de peau, normalement vous êtes très très bien accueillis et j'en suis la preuve vivante. Du coup, tu parlais des présidentielles. Alors, il y a des thèmes qui commencent un peu à s'imposer. Effectivement, tu dis le thème de l'identité est peut-être plus à la marge. Et dans certains milieux, on parle de grands remplacements, de remigration, etc. Est-ce que pour toi, c'est des gros mots? Non, pas spécialement. Moi, je comprends pourquoi les Français parlent de remigration. D'ailleurs, je suis la première défenseresse de la remigration. C'est-à-dire que, de prime abord, une personne immigré qui commet des forfaits sur le sol français doit être remigré parce que j'estime que c'est déjà, premièrement, c'est du racisme de la part de l'immigré en question. Tu peux pas laisser les prisons de ton pays pour venir rentrer dans les prisons des pays des gens. Je trouve que c'est pas du tout normal, c'est pas cohérent. Tu peux pas laisser de dormir dans les rues de ton pays pour venir dormir dans les rues des pays des autres. Je trouve que c'est vraiment c'est pas du tout, c'est très raciste franchement de la part des immigrés. Si tu veux souffrir, souffre dans ton pays.
Mais quand tu viens ici, normalement, c'est pour justement t'élever au-dessus de la condition dans laquelle tu es né et donc faire le nécessaire. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a un problème parce que les gens y arrivent très bien. Si c'était impossible, j'allais dire oui, c'est impossible, mais je suis la preuve et je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreux à prouver que si on veut, on peut. Je peux vous trouver plein de personnes. Moi, je suis même arrivée avec des papiers. Je peux vous trouver des personnes qui sont arrivées sans papier, mais aujourd'hui qui sont français et qui travaillent pour la France et qui défendent la France, quoi qu'il advienne. Donc, ce n'est pas impossible. Clairement, ce n'est pas impossible. Et j'aimerais beaucoup vraiment expliquer à ces gens-là qu'il faut qu'ils arrêtent de porter le poids de la communauté, le poids de la couleur. Ça ne veut absolument rien dire. Si tous ceux qui sont issus de l'immigration se disaient qu'écoutez, un Adama Traoré, par exemple, c'est pas parce qu'il est noir que je vais le défendre. S'il a violé, il doit aller en prison, c'est clair. S'il a agressé quelqu'un, il doit aller en prison. Et c'est pas parce qu'il est noir que je vais le défendre. Eh bien, beaucoup de problèmes seraient résolus aussi. Et après, il faudrait également que la personne qui, je l'espère, prenne le pouvoir dans le prochain quinquennat, il faut qu'ils pensent pour le coup à vraiment discuter avec nos présidents à nous, c'est-à-dire les présidents de l'Afrique, et dire que voilà, vos jeunes, ils s'expatrient parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont ambitieux, parce que les conditions économiques, c'est pas tout à fait ça. Donc, essayez de les garder là-bas, trouvez-leur du travail, et je peux vous garantir que si vraiment la moitié, même pas, si le tiers de ce qu'on avait en France était présent sur le sol africain, beaucoup de personnes ne partiraient pas de chez eux. Parce qu'en fait, finalement, on en discutait tout à l'heure hors antenne, c'est aussi un malheur pour l'Afrique, évidemment, de voir aussi ces élites, ceux qui ont fait des études, qui ne trouvent pas de travail sur place, partir. C'est même honteux de se dire qu'on forme des jeunes qui arrivent à la fin de leurs études et qui finalement, leurs études ne leur ont servi à rien. C'est du potentiel qui moisit et c'est bien dommage. Donc oui, moi je suis pour le fait qu'il faut remigrer les élites et je pense qu'il y en a d'ailleurs plein qui veulent repartir. Mais clairement, on ne peut pas demander à quelqu'un qui gagne bien sa vie. Si je connais des ingénieurs, moi je connais des ingénieurs, je connais des médecins, je connais des rentiers en France qui sont des noirs et qui gagnent entre 3 000 et 6 000 voire plus par mois. 6 000 euros par mois. Comment tu vas demander à quelqu'un qui a réussi à se frayer sa fortune ici, son patrimoine ici, tu vas lui demander de rentrer en Afrique où clairement il n'aura même pas 200 euros par mois, même pas. Oui, c'est pas dans son intérêt. Mais exactement. Du coup, en gros, quelque part, tu demandes à ce que le politique français remette la pression sur les chefs d'État africains, etc. Oui, mais ça va t'accuser de néocolonialisme. Moi, je parle même pas de néocolonialisme. Néo, ça veut rien dire ça. Moi, je parle de recolonisation. C'est très important. Oui, j'utilise mes termes, mais j'ai pas peur de le dire. Et parler de recolonisation ne veut pas dire que j'encourage les Français à aller refouetter les Noirs en Afrique. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que il faut que ce soi-disant impérialisme dont on accuse la France depuis X années aujourd'hui, que oui, vous êtes impérialiste, vous dictez, et pourtant on voit même pas la dictature en question. J'aimerais qu'elle soit effective pour le coup. Que quand ils disent aux présidents africains qu'écoutez, il y a tel nombre de jeunes qui bossent pas et on veut leur trouver du travail, et bien qu'on leur trouve du travail. C'est ça qui m'intéresse. Et au moins là, on trouverait des jeunes qui auraient du travail sans être discriminés à l'embauche. Par exemple, je prends toujours mon cas. Moi, par exemple, mes parents viennent de deux cultures qui ne peuvent pas s'entendre, mais parce que j'ai un nom de l'Ouest, au Cameroun, j'aurais vraiment du mal à trouver du travail. Et je prends toujours l'exemple de ma soeur, de mes amis, on est nombreux dans ce cas de figure-là. Alors qu'au moins, s'il y avait une présence effective française, là, on parlerait de mérite. On ne parlerait pas de discrimination à l'embauche parce que tu as un nom qui est un peu bizarre et ou alors qu'il y a un chef d'entreprise qui préfère donner du travail à sa femme ou à sa cousine, qui pratique plus de népotisme que du mérite. Voilà, c'est pour ça que je parle de recolonisation. Donc finalement, tu es en lien avec deux cultures, la culture française, la culture camerounaise. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de culture. Je ne suis pas en lien avec deux cultures, je suis en lien avec une seule culture, la culture française. Ok. Parce qu'elle est effective au Cameroun. Ok, donc pour toi, tu es de culture française au Cameroun alors. C'est ça. Ok, d'accord. Mais est-ce que, là on en vient aussi peut-être à un point de débat qui est, en fait, qui intéresse tout le monde et on a envie de pouvoir avoir un dialogue décomplexé. Est-ce que tu crois... C'est le titre de mon livre, Dialogue non coupable. Exactement. Est-ce que
tu crois en justement l'existence des races. Et est-ce que, pas au sens où on déteste l'autre race ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu crois qu'il y a une distinction entre finalement les Africains et les Européens, entre les Asiatiques et les Africains, etc. Bah oui. Et pour toi, c'est quoi la différence fondamentale entre les Africains et les Européens? Bah, c'est la couleur de peau, c'est tout. Et peut-être aussi les fondements de la culture, parce que clairement, la culture africaine dans son ensemble, c'est une culture assez tribale, qui est complètement différente de la culture européenne dans son ensemble, si je peux me permettre l'expression. Et oui, enfin, je pense clairement qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs, qu'il y a des jaunes, qu'il y a des gris. Enfin, je pense, pour moi, ce serait vraiment ça la race. Mais fondamentalement, on est tous des êtres humains et connectés plus ou moins chacun à ses terres, à ses origines. Oui, j'y crois sincèrement. Et je comprends, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je comprends personnellement que des Français commencent à se sentir en minorité ou en danger dans leur pays. Et franchement, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le voir. En ceci qu'aujourd'hui, on peut plus... si tu parles de l'islam, on te traite d'islamophobe. Si tu essaies de dire que mais non, c'est pas normal. Nous, on a connu des femmes, elles étaient mignonnes, elles étaient élégantes. Et aujourd'hui, vous voulez nous imposer la burqa ou le niqab dans l'espace public. Ça le fait pas du tout. On veut pas voir ça. Et oui, ça y est, t'es traité d'islamophobe. Non, moi, je crois sincèrement qui devrait effectivement avoir des différences, parce que c'est ça qui fait d'ailleurs même notre richesse en tant qu'être humain. En ceci que si je viens en France, c'est pour rencontrer des Français. Si je vais en Inde, c'est pour rencontrer des Indiens. Si je vais en Chine, c'est pour rencontrer des Chinois. Si je vais aux États-Unis, c'est pour rencontrer des Américains. Et il me viendrait pas à l'esprit d'aller, je sais pas, moi, en Inde et de m'attendre à rencontrer des Chinois. C'est un peu con, je veux dire. Sinon, dans ce cas, à bas les frontières et vivons tous unis d'un amour, paix dans le monde et ça y est, Hakuna Matata, quoi. Mais c'est pas le but, en fait. Donc, en fait, vivre les différences, mais chacun chez soi, quoi. Exactement. Moi, je trouve ça que c'est ça qui fait la beauté, en réalité, des différents paysages, parce que quand tu pars et je prends juste l'exemple de l'Europe, quand tu pars de la France pour l'Italie, même si c'est toujours l'Europe, on voit la différence et c'est ça qui plaît justement. Et je pense que les Noirs ont tout intérêt, et je parle de façon générale, et surtout africains, ils ont tout intérêt à valoriser leur culture à eux, que d'essayer de remplacer la culture des autres. C'est-à-dire que moi, les débats aujourd'hui selon lesquels il faut réécrire les différents contes Blanche-Neige et compagnie parce qu'elle serait trop noire, ou La Belle au Bois dormant, ou Réponse... Pas assez noire du coup. Ou Réponse, il serait trop blonde et tout ça. Ben non, créez vos propres contes. Vous avez des contes, vous avez des épopées, vous avez eu des griots, vous avez eu des chefs de terre, vous avez eu des héros. Pourquoi vous ne créez pas des contes autour de ces histoires-là et vous vendez cette culture-là, cet engouement-là, vous le présentez. Je suis sûre que ça intéresserait beaucoup de gens qui voudront connaître la culture. Mais quand vous débarquez dans les pays des gens et que vous venez vendre le crime, le viol, l'agression, tout comme toute la panoplie Traoré, pourquoi vous voulez qu'ils s'intéressent à la culture africaine? Ils ne pourront pas. Et donc clairement, vous allez venir vivre en France et dire écoutez, nous on est des minorités et donc on veut imposer notre culture, on veut nous voir dans les médias, on veut nous voir dans le gouvernement. Non, il faut arrêter de fumer la moquette. Je leur dis toujours ça. Puis en fait, vous dites même qu'ils sont déracinés, que finalement ils ont ni culture française ni culture africaine. Exactement. En fait. Tu peux pas être africain. Tu dis que tu es africain et fier de l'être, que tu défends la culture africaine et tu viens imposer ton africanité chez les Français. Ça n'a pas de sens. Il ne viendrait pas à l'esprit d'aller au Mali et de dire que tiens, le président malien il est trop noir, ou il y a pas assez de Français dans les médias maliens. Mais c'est con de réfléchir comme ça, je trouve. C'est vraiment très con. Moi, je viens chez les Blancs, je découvre leur façon de fonctionner, j'apprends ce qu'il y a à apprendre, je prends ce qu'il y a à apprendre. Et si je peux, parce que c'est ce que j'espère, mine de rien, c'est ramener cette expérience-là et me dire que voilà comment j'aimerais que les choses fonctionnent chez moi. D'accord. C'est ça l'enrichissement culturel pour exactement, en fait, c'est ça. En fait, il faut à la fois des Africains en Afrique, des Français en France et des Stella Kamga qui peuvent faire un peu le pont entre les deux, en fait. C'est le but. Mais il ne faut pas que ce soit une majorité, quoi. Tu as tout compris, exactement. Et c'est peut-être ça que nos amis Antifa qui venaient manifester auraient dû venir entendre, en tout cas. Ah, mais tu sais, ces Antifa, moi, je les aime bien. Ils ont bien amusé la galerie. Parmi leurs slogans, ils disaient oui, ouvrez les frontières. Et ben moi, je leur dis, mais écoutez, les frontières elles sont ouvertes. La preuve, je suis là. Et là, ils n'avaient plus rien à dire.
Le Error 404. Bon, bah, finissons cette... Alors, on a dépassé le temps qu'on s'était imparti, puis tu as une dédicace qui va bientôt commencer. Alors, juste un dernier petit mot peut-être sur ton co-auteur, donc qui n'a pas pu être là. François-Xavier Et ton Consoli, éditeur en même temps. Mon psy. C'est ton psy, ouais, C'est il ça, t'a c'est fait mon installer psy. sur le divan. Exactement. Enfin, ça a été un véritable plaisir de travailler avec lui. D'ailleurs, ceux qui liront le livre verront en tout cas la touche de l'écrivain. J'ai d'ailleurs eu une personne qui n'a pas manqué de me le rappeler dans un mail en me disant que ce format-là était assez intéressant et que les choses étaient bien écrites, bien faites. Et ça m'a pour le coup fait plaisir de pouvoir m'exprimer, de parler à quelqu'un, de re-rentrer en fait dans les souvenirs que pour 7 ans que j'avais oubliés. Et il a su coucher tout ça sur le papier pour mieux transmettre en fait le message que j'ai envie de transmettre. Et ça a été libérateur quand même, je vais le dire. Ouais. Oui, ça a été positif. Et comme j'ai pas... Et d'ailleurs, je pense que c'est même cet exercice-là qui m'a un peu réconcilié avec mes guéguerres passées avec le Cameroun, parce que pour le coup, en faisant ça, en rencontrant d'ailleurs les Français qui défendent leur terre, qui disent que voilà, ils défendent leur terre, leur identité et tout ça, ça m'a permis de me dire que clairement, les Français, ils m'acceptent tel que je suis, mais c'est encore plus intéressant de savoir d'où moi je viens. Et donc oui, cet exercice-là me permet aussi de me rappeler d'où je viens. Ça ne veut pas dire que je me renie, non. Ça me rappelle juste que voilà, je viens de quelque part et que le fait quand même que je prenne la parole aujourd'hui, c'est bien parce que justement, je viens de quelque part. Et ben ma foi, ça va être une très belle conclusion, pardon. Merci Stéla Kamga. Et juste quand même pour finir, est-ce que tu peux nous dire quand même où est-ce qu'on peut trouver ton livre? À la librairie Les Deux Cités à Nancy. Merci, la question n'était pas du tout dirigée. Et sur internet, j'imagine aussi. Lesdeuxcités.fr. Ouais, voilà, donc La France n'est plus la France aux éditions du Verbe Haut, que vous pouvez donc trouver dans toutes les bonnes librairies, dont celle-ci. Exactement. Et merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et n'oubliez jamais, chers auditeurs, la vie commence toujours demain. Et haut les cœurs. Et haut les cœurs.